Sur la première, 7h37, alors que l'Algérie fête les 50 ans de son indépendance, la Libye va donc voter demain pour le premier scrutin démocratique de l'après-Kadhafi. Un peu moins d'un an après la chute de l'ex-guide de la Révolution, les Libyens doivent élire leur assemblée constituante. Et puis il y a une semaine, à un jet de pierre de là, où quasiment le frère musulman Mohamed Morsi a prêté serment pour devenir officiellement le premier président islamiste et civil d'Égypte. Dans le monde arabe, toujours, la Syrie est aujourd'hui en prise à une quasi-guerre civile avec des répercussions sur ses voisins, le Liban, la Jordanie, l'Irak. Un monde arabe donc en pleine effervescence avec des révolutions, des changements de régime qui n'ont pas forcément apporté ce que leurs initiants auraient souhaité. Pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin un spécialiste du monde arabe, Ahmed Benani. Bonjour. Bonjour. Politologue, anthropologue. Moi, je me souviens très bien de votre enthousiasme pendant ce printemps arabe aux premières lueurs. On vous avait reçu quelques fois. Vous étiez lyrique, hein, vous accompagniez ce qui était en train de se passer là-bas. Est-ce que l'enthousiasme, est-ce que votre lyre est un peu, douché aujourd'hui après tout ce qui se passe ? Et pas du tout. Moi, je pense que l'enthousiasme est toujours de circonstance. C'est l'angle d'approche qui a peut-être un peu changé. Il est évident qu'on a dépassé les périodes d'enthousiasme et de délire et de lyrisme parce qu'on était dans le spectaculaire, dans la chute des dictateurs, hein, Ben Ali, Moubarak, Kadhafi, le président du Yémen, en 4 dictateurs en quelques mois sur les 22. Et puis, cette phase, disais-je, très spectaculaire, s'est un peu atténuée et on est rentré dans le structurel, dans le changement, c'est-à-dire que la révolution se poursuit maintenant, à la fois de façon souterraine et par des arrangements par le haut. Mais elle continue. Le printemps arabe a changé de rythme, mais elle n'est pas mort, n'a pas disparu. Elle continue où, cette révolution ? Parce que le constat, c'est que ces révolutions ont surtout profité aux religieux conservateurs, aux islamistes, à l'armée égyptienne, aux frères musulmans. Donc si elle continue, cette révolution, elle continue où, Ahmed Benani ? Elle continue fondamentalement parce qu'aucune dictature n'est tombée. Les dictateurs sont tombés, les dictatures pas. Et alors, ce à quoi on assiste, prenons un exemple, celui de l'Égypte. Vous avez fait allusion à l'élection de Morsi. Morsi est le candidat des frères musulmans. Ce n'est pas en tant que représentant de l'association des frères musulmans qu'il a été élu, mais en tant que président du parti de la libération et de la justice. Donc, le processus révolutionnaire a conduit l'association à se séculariser. Hein, c'est déjà une révolution en soi. Hein, qu'une association religieuse mette sur pied un parti qui participe à des élections qui étaient attendues comme étant transparentes, qui ne l'ont pas été, mais enfin, l'armée a coopté, a désigné, a pactisé avec quelqu'un pour maintenir l'ordre et maintenir cette dictature. Oui, mais l'armée est toujours là, effectivement. Et oui, moi je vous ai dit que les dictatures n'ont pas chuté, au contraire de ce qu'il se dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que ces dictatures et ces régimes autoritaires et prédateurs n'ont pas été balayés, eh bien, le processus révolutionnaire continuera. Mais on a tendance à focaliser sur les frères musulmans et les intégristes, mais on ne dit jamais rien sur la jeunesse, les femmes et tous les autres pôles de contestation qui se battent tous les jours sur le terrain. Vous parliez de spectacularisation, de combats spectaculaires, et c'est vrai qu'il l'était, ce printemps arabe. On ne voit plus rien sous nos yeux, là. On ne voit plus des chefs d'État chuter tous les mois. Ouais. Bon, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la jeunesse, par exemple ? Eh bien, la jeunesse se mobilise. Il y a non seulement des mobilisations, mais il y a des arrestations, il y a une répression, il y a de la censure. Il y a des gens qui créent des associations, par exemple, en faveur de l'athéisme, pour la rupture du jeûne du Ramadan. Il y a des gens qui contestent la légitimité religieuse des pouvoirs. Il y a des jeunes filles qui sont contre le voile. Il y a tout un processus multiforme qui va de l'Atlantique au Golfe et sur lesquels les médias, malheureusement, ne rendent pas suffisamment compte. Il faudrait aller sur place et filmer. Et pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi cet élan laïque, contestataire, révolutionnaire n'a pas débouché sur ce sur quoi il devait déboucher, une démocratisation, une liberté, etc. À quel moment est-ce que ça a coincé, si je puis m'exprimer ainsi ? Vous êtes pressé, cher monsieur. Bah oui, parce que on a 15 minutes. Mais... Ah oui, on a 15 minutes pour en débattre, mais on a l'histoire pour vivre Absolument. les événements. Mais à quel moment ça a coincé ? Non, mais permettez-moi de rectifier juste une chose. Tout ce dont on parle actuellement a commencé il y a une année et demie. Il y a une année et demie, un processus révolutionnaire commence au Maroc, se termine ou se poursuit jusqu'au Yémen. Ça concerne 355 millions d'individus, des individus qui sont de toutes les couches et de toutes les classes sociales, avec des intérêts opposés, structurellement opposés. Il y a des luttes internes, il y a des luttes entre les élites et le bas.
eh bien ces luttes continuent. Alors ce que vous dites, c'est que c'est en cours encore. Bien sûr, parce que si la révolution est réduite à un événement, vous avez raison. Si la révolution est un processus, vous avez tort. Alors la question est-ce qu'un Morsi en Égypte, est-ce qu'un Ennahda en Tunisie, est-ce que ce sont des freins et des obstacles à cette révolution qui continue de manière plus souterraine? Voilà la question. Elle est juste. C'est une parenthèse. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont joué sur l'idéologie la plus courante et la plus partagée par les masses, le plus souvent analphabètes, c'est-à-dire la croyance en une solution céleste, en une solution divine. La culture populaire est fondamentalement constituée par le credo religieux. Cette révolution a pris en marche en quelque sorte les islamistes, qui n'étaient pas du tout présents au début, mais qui se sont structurés. Donc il y a 4 forces structurées: les anciens pouvoirs, les forces militaires, les forces islamistes et les partis traditionnels. De ces 4 partenaires, seuls les islamistes, forces porteuses d'une morale, d'une éthique, d'un redressement finalement de la situation, et parce qu'ils étaient impliqués dans des processus caritatifs, parce qu'ils assistaient les pauvres, ont eu cette popularité et ont pu remporter les victoires électorales. Maintenant, la grande question, c'est: est-ce que ces islamistes vont pouvoir gérer de manière moderne et efficace les sociétés? Est-ce qu'ils vont pouvoir répondre à la revendication sociale? Là, il faut leur laisser un peu de temps, les 100 jours de grâce, les 2 ans, 3 ans, mais à mon avis, il faut être un peu fou pour attendre des solutions toutes faites du ciel. Ahmed Benani, les premières élections ce week-end en Libye, la constituante, elles se déroulent pas forcément dans les meilleures conditions. On a lu hier ce rapport d'Amnesty International, vous l'avez vu aussi, des violations des droits de l'homme commises par d'anciens rebelles. Est-ce qu'il fallait déjà précipiter les choses, organiser ces élections maintenant en Libye? Ah oui, alors je pense que la nature a horreur du vide. Nous avions des structures qui étaient tout à fait provisoires, une situation à peu près chaotique avec une multiplication de milices, des trafics d'armes, des armes qui fuient vers le Mali et d'autres pays subsahariens. Il fallait mettre de l'ordre, il fallait quand même redonner un certain nombre de structures qui puissent assurer le fonctionnement de l'État libyen, lui permettre d'exporter ses hydrocarbures, payer ses fonctionnaires et ramener la paix civile. Et je pense qu'une élection constituante, voilà encore une fois une manière de dire la modernité de la révolution, parce que si on voulait continuer dans l'anarchie, on n'aurait pas donné, serait pas donné cette possibilité de mettre sur pied une assemblée constituante dont le but est d'écrire une constitution qui va définir les pouvoirs, qui va fondamentalement insister sur la séparation des pouvoirs et qui va mettre sur pied des institutions qui vont permettre au pays de fonctionner. Donc c'est une bonne chose que ces élections viennent demain. Ces violations des droits de l'homme, ces tortures, elles vous surprennent? Alors, c'est la situation T. Ça, c'est l'héritage du passé. Évidemment, la chute de la dictature libyenne n'a pas été sans mal. Vous savez qu'il a fallu l'intervention de l'OTAN, qu'il a fallu créer des milices, qu'il y a eu des interventions autres que celles de l'OTAN. Je rappelle par exemple l'intervention du Qatar, qui a financé une tendance islamiste. On a eu toute une série, si vous voulez, de mouvances. Il a fallu probablement un temps pour que ces gens règlent leur compte à l'interne. Et aujourd'hui, il y a un apparent consensus qui leur permet d'appeler à des élections pour la désignation de l'Assemblée constituante. C'est les prochaines semaines, les prochains mois qui nous diront si finalement la stabilité est au rendez-vous, ou si au contraire on va aller dans un désordre ou une sorte de situation instable comme elle l'est actuellement en Égypte malgré tout, et un peu moins en Tunisie.